Ok, bonjour à tous, c'est Rudy Augusto de Raga Language et aujourd'hui je vais vous parler de football avec mon ami Arvin. Moi je suis supporter de l'Atlético Nacional depuis mon enfance et je pense que je n'arrêterai jamais d'être supporter de ce club. Et toi tu es? Moi, je suis Arvin, je suis le meilleur ami de Rudy que vous voyez ici en vidéo. Et moi, de mon côté, en Belgique, je suis supporter d'un club de la partie sud du pays qui s'appelle le Standard de Liège, qui existe aujourd'hui depuis 127 ans. Et le but de cette vidéo, c'est qu'on puisse parler des comparaisons du championnat belge et du championnat colombien. On va parler aussi un peu respectivement de nos clubs, lui de l'Atlético Nacional qui m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps. Moi, je parlerai du Standard de Liège, d'où j'ai le maillot aujourd'hui. Donc voilà. Et puis ici, on va aussi faire un aparté sur cette Coupe du Monde 2026 où l'Espagne, comme vous le savez tous, a gagné 1-0 contre l'Argentine et on va faire un petit aparté sur ça. Et surtout que là, on va parler Des différences. voilà, des différences et du parcours de la Colombie et de la Belgique et ce que chacun en pense. Et commençons déjà par le premier point. Qu'as-tu pensé de la Coupe du Monde de cette année? Moi ici, la Coupe du Monde de cette année, moi j'ai trouvé que franchement que c'était pas mal. Ici, moi je pense qu'en tant que Belge, je pense qu'on a quand même fait un beau parcours parce qu'il faut pas oublier que on a à 85e minute, on pensait qu'on allait être éliminé et que Rudy Garcia ici, d'ailleurs il faudra qu'on en parle aussi de Rudy Garcia parce qu'il y a des nouvelles qui sont tombées il y a quelques heures. À l'heure où on fait la vidéo, il y a des nouvelles qui sont tombées il y a quelques heures. Et il va y avoir quand même du gros changement. Et du coup, ici, de cette Coupe du Monde, moi, ce que j'ai pensé, c'est que la Belgique, elle a quand même réussi la Coupe du Monde, qu'on a quand même été en quart de finale, et qu'on est le seul pays actuellement à avoir marqué contre l'Espagne. Même la France, là, et l'Argentine l'ont même pas fait, quoi. Donc, c'est vraiment dire, alors que Rudy Garcia l'a fait avec certains joueurs qui arrivent quand même à leur dernier mondial, et d'autres nouveaux joueurs qui commencent seulement à émerger. Donc, en fait, on a l'impression qu'on commence cette année-ci, c'était l'impression de la passation de pouvoir entre l'ancienne génération. Quand tu regardes la Coupe du Monde en général, quand tu regardes aussi la dernière de Ronaldo et Messi, on a l'impression d'avoir la passation de pouvoir entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et franchement, j'ai l'impression que oui, on a quand même vu des belles surprises. On a quand même vu aussi le Cap-Vert, qui a quand même fait un beau parcours aussi, qui a fait quand même pour un petit pays comme ça, et que c'est la première fois qu'elle fait son mondial. Ils ont quand même fait un très beau parcours. Ouais, donc ici, oui, on a quand même eu pas mal de surprises. Et du coup, j'ai vu que la Colombie avait quand même beaucoup de potentiel. Oui, non, on avait beaucoup de potentiel. On a gagné 3-1 contre le non, 1-0 contre le Congo. On a gagné 1-3 contre le Ouzbékistan. On a fait 0-0 contre le Portugal parce que, bon, là, on aurait pu gagner, mais il y a eu un petit problème, un petit souci d'hors-jeu. On est allé contre le 16e, contre le Ghana. Bon, le Ghana, on a gagné 1-0. Et on a chuté contre la Suisse qui avait une bonne défense, qui savait bien jouer. Mais la Colombie, pour moi, on méritait de gagner parce que on a failli marquer, mais Campas a mis au-dessus des buts. Du coup, voilà, ici, la Colombie aurait peut-être pu passer la 8e de finale pour aller en quart contre l'Argentine. Et là, pour moi, j'aurais dit que la Coupe du Monde était réussie. Mais là, je suis à moitié content parce que la Colombie n'est allée qu'en 8e. Bon, c'est déjà pas mal en soi. On a déjà fait mieux et on peut aller plus loin. Je suis sûr et certain on peut aller plus loin parce qu'on a le potentiel. Juste qu'il nous faut un tueur comme Radamel Falcao. C'est tout. Oui, et surtout que ici, vous avez vu, ici, moi j'ai vu que de votre côté aussi, il y avait aussi un autre gardien qui, je pense, n'aurait pas été repris dans ce mondial cette année. Je pense que c'est Kevin Mir au Mexique. Et du coup, qui a aussi énormément de potentiel parce que j'ai vu ses vidéos et le gars, je pense que pour moi, il a le potentiel d'être le futur gardien de la sélection de la Colombie. Hein. Oui, parce qu'en fait, lui, justement, il a joué 2 ans à l'Atlético Nacional ici et il a fait une saison de dingue. Il a fait une saison de dingue, il a attrapé des pénaltys. Enfin, non, franchement, pour moi, c'est pour moi, s'il est pas repris en 2030, alors c'est qu'ils n'ont jamais rien compris. Parce que, franchement, Kevin Miller est vraiment très, très, très fort, en fait. Bon, parfois, il est encore jeune, donc je remets sur la faute de la jeunesse. Et donc, ouais, là où on peut faire le parallèle avec Séné Lamens pour nous chez Diable Rouge, que vous avez vu en quart de finale, qui est monté parce que Thibaut Courtois s'était blessé et que Rudy Garcia l'a fait sortir alors que Courtois avait apparemment dit qu'il pouvait encore jouer. Et là, ici, où on peut faire le parallèle, c'est que Séné Lamens, c'est le futur numéro 1 des Diables Rouges. Donc, ça veut dire qu'ici, on va aussi avoir donc on a aussi une passation de pouvoir entre les anciens gardiens et les nouveaux gardiens, mais
sauf que voilà, ici, Séné-Lamens, on va remettre sur le fait que voilà, ok, il n'a encore rien prouvé. Mais voilà, pour le futur, il pourrait devenir un bon numéro 1. Mais je pense qu'on va remettre ça sur le compte, du stress, parce qu'il n'était peut-être pas préparé psychologiquement à monter à ce moment précis du match. Et donc forcément, et qu'il a été pris un peu de court. Et donc forcément, je pense qu'il y a le stress, le temps que tu te mettes dans le match et tout ça. Oui, mais c'est ça, je pense qu'il y a de ça. Mais je pense qu'il est aussi très jeune, hein. Il a 24 ans. Ah oui, donc de toute façon, oui, il doit encore faire... c'est bien la preuve, il doit encore faire ses preuves aussi. Et que... Oui. Il n'a pas encore tout prouvé non plus. Enfin, nous, on se rappelle à l'époque, quand Courtois était encore à Genk et qu'il arrête le goal de l'attaquant du Standard, putain, dans les dernières minutes, alors que le Standard aurait pu marquer, c'était quelque chose aussi. Et c'est là, ce match-là, ça a été révélateur aussi pour Thibaut Courtois. Et je pense que la même année, il part, je crois, à Chelsea, je pense. Hein. Je pense que c'était la même année. L'année où Genk a été champion, là, en 2011. Et puis il est allé à l'Atlético de Madrid, puis il est retourné à Chelsea, et puis il est allé au Real de Madrid. Avec Eden Hazard, qui aurait dû rester, selon moi, qui aurait dû rester à Chelsea. Pareil, parce que moi, ici, j'ai l'impression que le fait d'avoir été au Real, moi, j'ai l'impression que ça a mis tristement, un coup de frein à sa carrière et que malheureusement, les parcours, c'est la preuve que tu peux être fort dans un club et puis tu bascules dans un autre et puis après, oui, c'est ça, le passage à vide commence à se faire et le passage à vide peut être une spirale infernale. Oui, et surtout que c'est un bon joueur. Je pense que depuis Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient les deux meilleurs joueurs de la Belgique. La Belgique n'ait jamais eu. Ah oui. Enfin, d'après de l'histoire belge ici, oui, c'est vraiment les deux meilleurs que la Belgique ait eu, quoi. Et Romelu Lukaku, c'est pareil aussi. Hein. Donc, quand tu vois le parcours de dingue qu'il a fait aussi et tout ce qu'il a fait aussi, oui, c'est vrai, parce que certains aussi, ont quand même, critiqué aussi Lukaku et tout ça. Mais le fait qu'il ait quand même sauvé la Belgique à plusieurs fois, je pense que faut en retenir que le positif et qu'une génération comme ça, comme on a eu. Faut savoir que la Belgique en aura plus jamais. La Belgique en aura plus jamais. Et moi, c'est vrai que ici, ce qui me fait peur avec les Diables Rouges, j'ai peur qu'à un moment, qu'on connaisse la Belgique qu'on a connue dans les années 2000 avec les Aimé Anthony, c'est Georges Lekens, et l'autre entraîneur, c'était qui? Les Dirk Advocat et compagnie, quoi, parce que franchement, si c'est pour voir ce qu'on a vu dans les années 2000, c'est vrai que là, ce serait vraiment une grosse descente aux enfers et je pense que personne n'aurait envie de connaître ça ici. Hein. Non, moi j'ai pas envie de connaître ça, mais à mon avis ça n'arrivera pas parce que on commence à avoir chaque année, chaque génération, on commence à avoir des bons joueurs en Belgique. Enfin moi c'est ce que je vois. Pour le moment on a Pardo. Enfin il a pas encore joué une seule minute. Oui, il a joué un petit peu. Hein, il a joué un petit peu contre le Sénégal, hein, je pense. Hein. Et ça a donné quoi? Ouais, je pense que il avait joué un petit peu et je sais pas si je me trompe ou quoi, mais il avait quand même joué un peu. Et donc, il n'avait pas joué longtemps. Je pense qu'il n'avait pas joué longtemps. Et donc, franchement, non, moi, la Coupe du Monde, moi, je l'ai bien aimé, mais je suis un peu resté sur ma faim parce que la Belgique, elle a évincé Rudy Garcia. Oui. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, à l'heure là où on fait cette vidéo, l'information est tombée il y a quelques heures, justement, d'où on fait la vidéo aujourd'hui. C'est que ici, Rudy Garcia ne sera pas prolongé avec les Diables Rouges, et on parle qu'en tête de liste, ce serait Mark Van Bommel, donc l'ancien entraîneur de l'Antwerp. D'ailleurs, il a été champion avec l'Antwerp. Là, on se rappelle encore du fameux goal d'Alderweireld, le missile qu'il avait envoyé à Genk. Là, c'était quelque chose. Et le deuxième ici, ce serait un Belge, c'est Philippe Clément, qui avait déjà joué à Bruges et qui a aussi entraîné Bruges par le passé. Et donc, ce seraient les deux qui seraient en lice pour reprendre actuellement les Diables Rouges, sachant que pour moi, je trouve qu'avoir évincé Rudy Garcia en tant que Belge, pour moi, je suis vraiment pas d'accord parce que, moi j'étais le premier à le critiquer aussi, j'étais le premier, à dire des choses négatives sur Rudy Garcia. Mais quand tu vois le mondial qu'il a sorti jusqu'au quart de finale, les prises de risque qu'il a pris, que le gars à 85e minute au 8e de finale contre le Sénégal, qu'il allait devenir l'entraîneur le plus critiqué de la planète foot, et puis après qu'en 5 minutes, ils changent toute la dynamique, ils vont en prolongation et que ça se joue jusqu'au 130e minute. D'ailleurs, je pense même que c'est le match le plus long. Hein. Je pense même, on peut même parler que c'est le match le plus long d'histoire de la Coupe du Monde. Hein, parce que, franchement, qui est allé à la 130e minute? Moi, en tout cas, je vois aucune équipe qui est allée à la 130e minute. Non. Et surtout ici, que les grosses prises de risque que Rudy Garcia a pris.
les stratégies se sont s'avérées gagnantes, quoi. Et surtout ici la Colombie, on est en phase de pourparlers avec Lorenzo si on le continue, si on le prolonge ou pas. Moi, franchement, j'espère qu'ils vont le prolonger. Sinon, s'ils le prolongent pas, alors je comprends, je me dis ok, c'est comme ça. Mais j'espère qu'on va trouver soit un Colombien, soit un Argentin, parce que les Argentins, on en a eu deux jusqu'à présent. On a eu Pekerman et Lorenzo, et ça nous réussit généralement bien les Argentins. Après, c'est vrai que je pense qu'au niveau de l'Argentine qui vient d'entrer en Colombie, c'est parce que je pense qu'il y a aussi une connaissance plus précise sur le football sud-américain. Parce que le football sud-américain, moi j'ai pu voir aussi quelques vidéos, la dynamique de jeu est vachement différente que celle en Europe. Hein. Je sais pas si on est d'accord avec ça. Si, moi je suis d'accord parce que quand je regarde par exemple en Amérique du Sud, c'est beaucoup plus physique et d'ailleurs il y a nombreux Européens qui viennent en Amérique du Sud, ils se ratent complètement parce que c'est totalement différent. Ah oui, ils n'arrivent pas à... Ouais, non, à ce point-là, ils n'arrivent pas à s'adapter. De quoi? Ouais, on a quand même connu certains joueurs qui sont venus en Amérique latine et que ça a été quand même un gros échec, quoi. Oui, il y a Sergio Ramos qui est allé au Mexique et il n'a pas fait grand-chose. Non, franchement, le football latino est différent que l'européen. Et pour moi, je trouve que pour aller en Europe, on a de très bons joueurs en Amérique du Sud. Et franchement, non, je trouve que aller les chercher en Amérique du Sud quand ils sont tôt, en fait, ça européanise. Par exemple Neymar qui est Vinicius Junior, Vinicius Junior, il est allé au Real Madrid de très jeune et du coup au lieu de qu'il disait qu'il est la grinta d'Amérique du Sud, et ben du coup je pense qu'il est trop européanisé, du coup ça enlève un peu le charme du Brésil. Ah oui, je vois ici aussi nous en Europe on a aussi ce problème et ça j'ai l'impression que le problème commence à être vraiment partout, c'est que dès que les joueurs ont 14, 15, 16 ans, j'ai l'impression que dès qu'ils sont bons, on ne les laissera pas faire un peu carrière dans leur club respectif, dans leur club de cœur, qu'on est obligé de les prendre pour les envoyer donc dans d'autres clubs étrangers, tout ça, et après on s'étonne qu'à 28, 29 ans, voire 30 ans, ils sont complètement cramés, quoi. Parce qu'en fait, les différents rythmes de jeu sont différents et que ici voilà, on les fait déjà travailler à 17 ans, voilà, ok, ce sera leur futur métier, mais qu'on les fait travailler tellement à un rythme intensif qu'à 28-30 ans, voilà, ils sont cuits, en fait, et que j'ai l'impression que, ouais, quand on veut européaniser le football, je pense que chez vous, et c'est de plus en plus tôt aussi chez vous, que c'est surtout l'Europe qui vient les chercher pour les grands clubs. Hein. Oui, mais c'est pour ça, et du coup, les agents, ils vont chercher dans tous les pays et du coup, ils vont chercher un talent. S'ils le trouvent, ils le prennent. Mais moi, je trouve que... moi, je trouve que ça... Ici, en Amérique du Sud, pour moi, ça devrait rester sud-américain. Il serait peut-être pas comme Falcao, où lui a vraiment pété des flammes en Europe. Mais il a commencé à River Plate. Hein. Ah oui, et là, ici, à River Plate, ça se passe comment ? River Plate, pour le moment, ils sont le football argentin. Je le suis de temps en temps. Mais moi, je suis supporter du Boca Junior en Argentine. Ah oui. Et je peux te dire que les ambiances en Amérique du Sud, c'est autre chose. Ah oui, les ambiances au niveau des supporters et tout ça, la proximité avec les joueurs et tout alors. Pas la proximité avec les joueurs, mais les tifos, enfin les trucs comme ça. En Europe, ok, il y a des tifos, il y a des drapeaux, mais il y a, je sais pas, j'aimerais bien aller dans un club, à l'Atlético Nacional, dans le stade. Voilà, aller voir l'ambiance et tout ça, parce que là-bas, c'est vrai que l'ambiance est quand même malade, et enfin l'ambiance est quand même folle aussi. Et là, c'est là que je vais faire aussi le parallèle avec le Standard de Liège, où nous, on est quand même la plus grosse ambiance de Belgique, parce que regardez, quand vous avez des matchs Standard Bruges, Standard Antwerp, ou qu'on joue contre Anderlecht, le classico, donc le classico principal chez nous, c'est Anderlecht Standard. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que ça a quand même un peu moins d'importance parce que les deux clubs ont perdu en vitesse de ces 10 dernières années. Enfin, qu'il faut quand même savoir que le Standard, le dernier titre remonte à 2009 et qu'Anderlecht, le dernier titre remonte à 2017 et que depuis là, ils n'ont plus rien gagné, ni même une Coupe de Belgique. Mais il faut savoir que quand même la plus grosse ambiance en Belgique, voilà, ça reste quand même le Standard et que quand il y a ces gros matchs-là, ces gros événements, on a toujours cette ambiance, les tifos et tous ces trucs-là. Aussi les shows pyrotechniques aussi, les shows lumineux et tout. Et franchement, c'est vraiment, et ça, franchement, le Standard de Liège, que vous soyez supporter ou pas, il faut venir une fois dans votre vie, venir voir un match du Standard. Parce que franchement, c'est vraiment, en cas de gros match, parce que franchement, c'est vraiment quelque chose. Et surtout que ici...
Au niveau, quand on a des classicos, comme Standard Anderlecht, c'est chaque fois le feu. Sachant qu'ici, quand tu regardes ces deux clubs-là, qui étaient les deux plus grands clubs de Belgique pendant des décennies, aujourd'hui, malheureusement, les deux clubs, aujourd'hui, que ce soit Anderlecht ou Standard, on est tous les deux en perte de vitesse. Et que, voilà, aujourd'hui, on a l'impression que ces deux clubs-là ne sont plus ce qu'elles étaient il y a encore 15 ans d'ici, quoi. Et que ça, ça pourrait poser problème parce que il faut savoir que depuis cette année, et là ici la saison elle reprend le 7 août, ça va être un championnat avec champion direct parce qu'il faut savoir que depuis la saison 2009-2010, c'est un système de play-off. Donc on a un groupe de 6 premiers qui s'affrontent, puis un groupe de 6 milieux de classement qui s'affrontent, et les derniers, les derniers jouent entre eux, et du coup, les 4 ou les 3 derniers jouent entre eux, et puis après, les derniers descendent, quoi. Et du coup, chez vous, en Colombie, le format de championnat, ça se passe comment? Est-ce que c'est la même chose qu'ici, champion direct? Est-ce qu'il y a eu des playoffs ou encore des playoffs, ou c'est un système différent? Pour répondre à ta question, ici en Colombie, nous avons un gros système qui est implanté depuis des années. Et en fait, c'est un système à fermeture et ouverture. Donc l'ouverture, ça fait de janvier à juin. D'accord. De janvier à juin, ou de janvier à juin. Et puis en juin, c'est les playoffs, les quadrangulares, comme on dit ici en Colombie. Et en fait, c'est un groupe de 4 et un autre groupe de 4 qui s'affrontent au début tous l'un contre l'autre du groupe A, et tous l'un contre l'autre du groupe B. Et puis celui qui a gagné la phase de du premier groupe, par exemple, imaginons l'Atlético Nacional joue le groupe B, et imaginons comme cette année la phase d'ouverture junior de Barranquilla qui est premier, ils s'affrontent tous les deux en aller-retour. Ah, oui. En aller-retour à la finale. Et puis quand c'est fini, c'est le titre revient celui qui a gagné donc ça veut dire que tu peux te retrouver champion à l'aller et champion à la fermeture, ou bien champion à l'ouverture mais ne rien gagner à la fermeture. Donc ça veut dire qu'il y a une finale aller-retour en ouverture et une finale aller-retour en fermeture, alors, si je comprends. Oui, c'est ça, oui. Ok, donc... C'est pas vraiment des playoffs, c'est plutôt des quadrangulares, c'est les 8 meilleurs qui s'affrontent dans un groupe un groupe A et un groupe B. D'accord. Et du coup, là-bas, il y a combien de clubs en Colombie qui peuvent se qualifier alors pour la fameuse Copa Libertadores, donc qui est la fameuse l'équivalente, donc qui est l'équivalent de l'UEFA Champions League chez nous, et d'ailleurs qui est la deuxième plus grosse coupe d'Europe, la deuxième plus grosse coupe la plus reconnue dans le monde, quoi, qui est derrière l'UEFA Champions League, quoi. En fait, donc si tu gagnes la Copa, la première ligue, et l'ouverture, tu peux être qualifié pour la Libertadores de l'année prochaine. Parce qu'en fait, si tu veux, la Libertadores, ça fonctionne comme ça. Donc c'est tout le temps en aller-retour. La phase de groupe, c'est tellement petit que c'est obligé de faire simple, parce que si tu fais comme on l'a à l'UEFA Champions League, si tu fais des groupes et que tu fais pas aller-retour, ça va durer trop peu de temps. Ah oui, ok, donc ouais, ce serait vraiment une compétition one shot alors à ce moment-là. Oui. Et du coup, en fait, là, pour le moment, c'est les 16e de finale à Copa Libertadores. Il y a 4 clubs. 2 qui jouent à la Copa Libertadores, donc 2, ça fait 4 clubs qui peuvent être qualifiés pour l'un des deux. Soit Sudamericana, soit Copa Libertadores, donc 4. Ok, donc 4 clubs colombiens qui peuvent être qualifiés à la Copa Libertadores si on compte le total de l'ouverture et de la fermeture alors. Oui. Ah mais au moins ouais, c'est pas mal ça, parce qu'au moins votre championnat, j'ai l'impression que ça donne un peu la chance à tout le monde en fait. Ici, le meilleur club, c'est le mien. Si on gagne la fermeture, ça nous fera 19 cette année. Si on gagne la fermeture, ça fera 19 titres. Ah oui, ok. Bah au moins c'est bien, franchement, au moins... franchement, moi c'est cool, donc ça veut dire que ouais, vous êtes le club le plus titré de Colombie, quoi.
Oui, c'est ça, oui. Et on est les deux seuls, le seul club à avoir gagné seul club colombien à avoir gagné la Copa Libertadores 2 fois. Ah Une ouais? en 1986 et en 2016. Et en 2016, ça fait 10 ans qu'on n'a plus rien gagné en Libertadores. Purée, ouais, c'est pas évident, hein, parce que c'est vrai, ouais, c'est des coups comme ça, où il y en a pour tout le monde et que, ouais, c'est quand même des grosses compétitions. À comparer Oui, aussi ici avec la Ligue des Champions, où malheureusement, j'ai l'impression que, voilà, ici, la Ligue des Champions, j'ai l'impression que plus on avance dans la compétition, j'ai l'impression que c'est pour les mêmes, tu vois. Et que, au final, je me dis que oui, pour les Real, les Barça, le Paris, maintenant le Paris Saint-Germain, maintenant, hein, deux qui a fois. gagné 2 fois de suite depuis la réforme en 2025, depuis qu'il y a ce fameux système de championnat de... Ah oui. Oui, maintenant, pas en Wallonie, mais ici en Ligue des Champions, en fait, maintenant, les 8 premiers matchs sont sous forme d'un championnat. Donc ça veut dire que ouais, donc ici, comme c'est sous forme de championnat, eh bien, il y a certains premiers, voilà, qui... Et du coup, ben forcément, ça a changé toute la dynamique ouais, du football Ok. en Europe, quoi. Enfin, j'ai jamais regardé la Champions League, mais j'ai vu l'état. En fait, il y a 30 équipes qui s'affrontent, Oui, c'est ça, hein. voilà, c'est ça, oui. Donc 30 équipes et le 8 dernier peut aller en phase de qualification, C'est si j'ai ça, oui. compris. Ouais, voilà. Tous les 8 premiers, je pense que ouais, ils sont qualifiés directement. Les autres doivent jouer des barrages et le reste est éliminé. C'est 8 équipes et donc 8 équipes et le reste ils vont se faire Oui, foutre. voilà, Enfin voilà, entre guillemets. voilà, c'est ça, oui. Et du coup, ouais, ici, et donc, pour ce qui concerne la Belgique, ici, donc, on a Bruges qui va directement en Ligue des Champions. Et le deuxième, ici, Oui, du championnat, ben, ici, va jouer des phases de barrage pour aller, justement, jouer cette Ligue des Champions, quoi. ok. Et tu penses quoi de la Champions League, toi? Ben ici, comme j'ai dit, moi j'ai l'impression que ouais, quand même depuis quelques années, on est vraiment sur un système où ici on a l'impression d'avoir les mêmes qui gagnent chaque année et que au final, ouais, Mhm. ça devient une routine et ça devient vraiment barrant parce qu'au final, tu te dis, il y en a vraiment plus pour tout le monde et c'est vraiment un problème, quoi. Ouais, non, mais je comprends, ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder. J'ai jamais regardé la Champions League parce que je préfère celle d'Amérique du Sud où je me sens beaucoup plus Ah oui, ému. tu te Voilà, sens si plus ému. dans la vibe, en fait, tu te sens plus vraiment dans la vibe là-dedans, dans l'ambiance et tout ça, quoi. Je t'interromps quelques secondes. Ici, je viens de lire un article et le D'accord. président de la CONMEBOL veut qu'on fasse une Coupe du Monde à 64 équipes. Ah ouais. Bah pour ça, ouais, effectivement, tu qualifies tout le monde, quoi. Parce que Oui. là, j'ai l'impression que, ouais, on s'éloigne, j'ai l'impression, ouais, d'une Coupe du Monde traditionnelle telle qu'on l'a connue. Surtout que déjà, moi ici, le fait que, déjà, pour moi, ça se fasse, les matchs inauguraux vont se faire genre en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, et que le reste de la compétition va se faire, ouais, Espagne, Portugal, Maroc. Moi, déjà, je trouve déjà pas ça normal, parce que, t'imagines un peu, ça va se faire dans 6 pays. Mais alors, les Oui. joueurs, avec le jet lag et tout ça, et les supporters, il y a tout le monde qui va être fatigué. Les supporters, ils vont devoir douiller bonbon leur billet d'avion, tu vois. Donc, Oui, effectivement, ils devraient, ouais, ils devront, ouais, payer le peu. Et comment ils vont faire pour leur avion, pour aller, ben, c'est la bonne question, en fait. On ne sait pas comment ça va se faire. Parce que moi, j'ai l'impression que, ouais, moi, j'ai l'impression que plus on avance, plus, voilà, j'ai l'impression que c'est de plus en plus financier, tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué, quoi. Ça devient j'ai l'impression que, ouais, ça devient de plus en plus compliqué, là. Oui, parce que pour moi, une Coupe du Monde, ça doit être seulement dans un pays Oui, hein, et faire un mois. Donc, genre, tu vois, garder 48 pays, mhm. garder 48 pays parce que c'est ok, 48 pays, je suis d'accord. Qui est 16e de finale, 8e, quart, demi et finale, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y ait 48 équipes. Ça, c'est indéniable, c'est bien. Mais 64, alors tu régales, en fait. Enfin, je veux dire, tu l'offres à tout le monde, en fait. Mais c'est ça, moi ici, c'est ce que je me dis. Franchement, 64 équipes, putain. Ouais, non, ça va faire beaucoup, hein. Et donc, ouais, je pense qu'on Et a assez avec voilà. les 48 équipes. Je pense qu'on a vraiment assez avec les 48 équipes. Oui, on a assez. Et du coup, si ils font 64 équipes, ils vont faire comment? Alors, ils vont faire 32e, 16e, À 8e, mon quart, avis, demi-finale. il y aura une 32e de finale. Pour moi, ça me C'est un semble peu beaucoup. beaucoup. Moi, ça me semble Et ils vont beaucoup, faire hein. ça sur combien de temps, du coup? Ben, du Si, coup, si bah, c'est ici, ils ont calculé, je crois, du 8 juin au 21 juillet.
Donc Donc, oui, ça va quand même être intensif le rythme, hein. un mois, donc ça fera 1 mois et demi du coup. Ouais, un mois et demi. Ah oui, c'est long. Ah oui, quand même. Putain, c'était bien avant quand c'était 32 Ben équipes. moi, je préférais quand c'était ouais, quand là, c'était 32 équipes, comme à l'époque de 2010-2014, quoi, tu vois. Donc moi, j'avais ça, pour moi, c'était des vraies coupes Oui. du monde. Et Genre même demi. 2006, moi, Oui. c'était des vraies coupes du monde. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai l'impression que depuis qu'on a fait la Coupe du Monde, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, tu vois, depuis qu'on a fait la Coupe du Monde au Qatar. Et qu'est-ce que selon toi qui te dit qui a changé? Bah en fait, le niveau d'organisation, le fait comment les Coupes du Monde se déroulent, le fait que oui, on veut qu'il y ait de plus en plus de pays qui fassent la Coupe du Monde, alors que voilà, avant tu te battais pour aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde, et le fait que voilà, on a plus de pays, bah moi je sais pas, j'ai l'impression que ça va impacter aussi la compétitivité de Oui. ces qualifications, quoi. Uhum. Et toi, la différence entre la qualification européenne et Amérique du Sud, tu penses quoi? Quel est le meilleur ou Après, voilà, moi, j'ai pas vraiment d'avis parce que nous, ici, la zone euro, bah voilà, forcément, on joue toujours contre les mêmes. La zone Amérique du Sud, CONMEBOL, bah, ils jouent entre eux aussi. Donc ici, ouais, Oui. moi, j'ai l'impression que ici, est-ce que je pense que ce serait une bonne idée qu'on puisse l'ouvrir à tout le monde et que nous, tu vois, en phase de qualification, est-ce qu'on affronte déjà l'Argentine ou des clubs comme la Colombie ou quoi, ou même le Congo ou quoi? C'est une bonne question parce que c'est vrai que niveau distance, ça ferait quand même beaucoup. Oui. Mais je pense que ouais, je pense que c'est peut-être mieux qu'on garde voilà nos zones, chacun nos zones et puis que Oui, c'est ça, oui. justement après justement parce qu'en fait c'est vrai qu'on s'affronte déjà tous ensemble en Coupe du Monde, tu vois. Donc je pense que ouais, Uhum. être qualifié par zone, c'est peut-être pas plus mal au final. Oui, parce que ici en Amérique du Sud, je dis pas, il paraît c'est celle la plus dure, la compétition la plus qualification la plus dure, parce que c'est des pays très forts au foot. Il y a le Chili, il y a l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, Brésil, Équateur, Colombie, à part Venezuela où ça a toujours été faible. Et Bolivie aussi, mais le reste, ça a quand même été toujours très fort niveau foot. Et donc moi, je dis que ouais, ouais, le niveau d'Amérique du Sud est différent de celui d'Europe parce que regarde quand tu compares la qualification européenne, une Belgique-Gibraltar, c'est quand même pas ultra compliqué. Là, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'enjeu en fait. Quand tu tombes dans des groupes ouais, comme Monténégro, Gibraltar ou Macédoine, moi j'ai l'impression que tu vois, il n'y a pas de compétitivité. Bon, à part voilà l'histoire de la Macédoine quand ils avaient battu l'Italie il y a quelques années, mais voilà, Mhm. ça reste quand même des rares exceptions quoi. Et du coup, j'allais dire que ouais, c'est entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais c'est plus facile et plus large vu qu'il y a plus de pays en Europe. Et Ah oui, ouais, oui, c'est sûr. donc tu peux facilement te qualifier parce Oui, que si ici tu, on est. imaginons tu tombes contre un groupe, ce qui est en Belgique, ce qui est drôle, c'est que on tombe tout le temps contre des groupes assez simples, Ouais, genre c'est ça. Belgique, Luxembourg. Imaginons pour la qualification européenne, Belgique, Luxembourg, Gibraltar et Monténégro. Si on sort pas de là, bah alors c'est que le niveau est à remettre en question, tu vois. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, bah même contre la Croatie, hein. D'ailleurs, on est souvent tombé contre la Croatie, et ouais, même ça. Ici, ouais, c'est vrai que ouais, si un pays comme la Belgique, avec les joueurs qu'on a, si on n'arrive pas contre les petits pays, oui, c'est qu'il y a un gros problème ouais, au niveau soit des joueurs, soit au niveau de la relation entraîneur-joueur, ou soit alors le problème est au sein de la fédération. Parce que déjà ici, Oui. déjà que moi je trouve déjà injuste qu'on vire Rudy Garcia. Pour moi, la décision est quand même injuste. Je vais pas mettre sur les détails, mais pour moi, je trouve quand même la décision, elle est injuste dans le sens où il a quand même fait une belle Coupe du Monde, où les joueurs ont fait une belle Coupe du Monde, et que là, on le vire pour au final aller chercher Marc Van Bommel ou aller chercher Philippe Clément. À la limite, moi, si on aurait un Philippe Clément ou un Michel Prudhomme à la fédération, au moins on est dans du belge. Et pour moi, au moins là, je pense que là, ce serait bien parce qu'on aurait déjà deux personnes qui connaissent notre championnat, qui connaissent le foot belge, alors qu'on a un certain Marc Van Bommel qui a comme palmarès en Belgique, donc en tant qu'entraîneur de l'Antwerp, champion avec l'Antwerp, quoi. Non, bah oui, non, mais franchement, ouais, j'espère qu'ils vont faire le bon choix. Franchement, j'espère. Ben, pareil aussi. Et du coup, là, revenons aussi concernant nos clubs respectifs. Donc, toi, tu me disais que l'Atlético Nacional avec 18 titres, hein, c'est ça? 18 titres, le dernier, il y a 2 ans. Attends, j'ai regardé pour ne pas
2024. D'accord. Et nous ici, ouais, 2024, la fermeture. ok. Et nous ici, ouais, le club le plus titré ici, il faut savoir que c'est ouais, le Anderlecht avec 34 titres, et suivi maintenant de Bruges, qui a gagné son 20e titre cette année. Et du coup, nous ici, voilà, comme on avait dit, voilà, on switch un championnat qui va être la Super Coupe, c'est le 1er août, et la reprise du championnat, c'est le 7. Et donc là, ici, c'est un championnat avec champion direct, donc on a des clubs aujourd'hui, voilà, qui vont devoir, comme le Anderlecht et le Standard, on va devoir mettre les bouchées doubles pour aller jouer les top 5, les top 4, voire même les premières places. Parce que là, je peux dire que ça va être quand même très compétitif et que là, les playoffs, se reposer sur les lauriers, c'est fini en fait. Et nous, surtout, la situation au Standard, que nous, les supporters, oui, faut savoir que justement, au Standard, nous... justement, le directeur sportif, non pas le président, mais le directeur sportif depuis l'an passé, c'est Marc Wilmot, qui était l'ancien sélectionneur des Diables Rouges de 2012 à 2016, et qui, voilà, pour moi, à l'époque, j'avais déjà trouvé sa décision injuste d'avoir été viré juste parce qu'on avait perdu contre les Pays de Galles en Coupe d'Europe. Parce que moi, je pense que si on l'avait gardé, peut-être qu'on aurait été champion du monde. Effectivement, ben, du coup, ouais, non, Marc Wilmots, pour moi, c'était un des meilleurs entraîneurs parce qu'il a ramené la Belgique sur la carte du monde. Et la Belgique, ça joue bien quand même. Enfin, moi, j'ai cette impression-là que Marc Wilmots, il avait une bonne technique, il avait une bonne vision du jeu et tout. Ben c'est ça, moi je trouve que voilà, il était quand même fédérateur, rassembleur, stratège aussi, et du coup, oui, je pense que oui, et dans le jeu, ça se sentait que ouais, il avait mis sa patte, parce que de l'année où on revenait, parce qu'il faut savoir quand même qu'avant 2012, la Belgique, c'était au niveau du football, c'était quand même l'agonie, et que je pense que oui, il a replacé la Belgique quand même ouais, sur la carte, et que ouais, il a quand même fait du très très bon boulot en 4 ans, et que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui qui a posé toutes les fondations à l'époque. Donc voilà, ici on achève la vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne avec un j'aime et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Bien, merci beaucoup pour l'invitation, Rudy. En tout cas, voilà, ça m'a De fait rien. plaisir qu'on ait parlé football ensemble. Et surtout, oui, suivez bien sa chaîne Raga Language parce qu'il y a encore du contenu qui va arriver, que ça soit ouais, donc en Oui. français, en espagnol ou même en anglais. Voilà, il y a encore du contenu qui va arriver avec lui. Et puis, voilà, ben, merci à toi et à la prochaine pour un nouveau sujet ou encore pour parler football. Hein. Allez, ben, À la prochaine. salut, Portez-vous salut, bien. bye bye, au revoir.